Bertrand Perrier animera aussi tout à l'heure la toute première session des Cafés de la Concorde, qui est une expérience créée et produite par le Club 21. Nous allons tout de suite nous intéresser justement à cette question des générations dans l'engagement. Monsieur Padis nous le rappelait tout à l'heure, si les anciennes générations se regroupaient derrière des organisations, l'engagement des jeunes se traduit plus souvent par une individualisation des revendications. C'est une nouvelle manière de s'engager. Ce n'est pas du tout un constat d'échec, c'est juste la nécessité de comprendre ces ressorts. Alors comment retrouver un sens commun entre toutes les générations? Sommes-nous condamnés au compromis ou à la radicalité? Pour y répondre, je laisse la parole à deux jeunes engagés, Camille Fabien, consultante et conseillère municipale à L'Haÿ-les-Roses, et Yves Perret, ingénieur administrateur chez Alter Capitae, et leurs invités, Agathe Cagé, politologue et cofondatrice de Compass Label, Vanessa Bouquillon, responsable de l'engagement et de la finance durable chez BNP Paribas, et Youssef Aloua, directeur du campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po à Menton. Est-ce que ça... Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Pas évident de passer après un orateur comme Bertrand Perrier. Un grand merci au Club du 21e siècle de nous avoir fait cette invitation. C'est très symbolique de pouvoir avoir cet échange au sein du CESE sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, comme vous le verrez. Yves et moi, on a été donc invités comme jeunes engagés. Et c'est donc à partir de nos parcours qu'on va essayer de creuser cette question de génération des engagés. Alors pour lancer la discussion, on se disait que très simplement c'était assez essentiel de justement vous dire d'où on parle et comment notre parcours a éclairé notre regard sur cette question. Oui, merci Camille. Donc, bonjour à toutes et tous et merci encore au Club du 21e siècle pour l'invitation. À titre personnel, l'engagement, ça a surtout pris naissance après mon école d'ingénieur. Je suis parti dans l'entrepreneuriat social, dans le milieu associatif. Et là, je me suis trouvé une passion pour la comptabilité écologique, donc question de langage. Ça n'a pas marché. Du coup, je suis parti après en audit financier pour le secteur de l'ESS et du secteur public au cabinet Mazars. J'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Je me suis un peu épuisé. Au bout de 2 ans, je suis parti, donc toujours sur les questions de comptabilité écologique. C'est encore un de mes chevaux de bataille. Aujourd'hui, je co-dirige une association qui s'appelle le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Mais aujourd'hui, j'interviens en tant que membre de l'association Alter Capitae. Donc, Alter Capitae, c'est une association, un groupe de réflexion qui promeut un projet de société qui va à l'encontre de la société de guerre généralisée qu'on essaye de nous vendre à tout bout de champ. Et ce projet de société, on l'appelle la décroissance prospère. Alors évidemment, ce n'est pas une porte qui ouvre en grand les institutions quand on le défend, mais pour nous, c'est des questions qui sont sérieuses et qui ne sont pas idéologiques. Et donc, c'est pour ça que je tiens particulièrement à remercier le Club du 21e siècle pour la confiance et le CESE aussi, à qui je rends hommage pour la qualité de dialogue sur ce genre de thématique. Merci beaucoup Yves. Pour ma part, l'engagement, il a commencé un peu par hasard vers mes 15 ans, quand je suis allée assister à des réunions publiques dans ma commune, à L'Haÿ-les-Roses. Et puis de fil en aiguille, en y allant fréquemment, le maire de ma commune, à mes 18 ans, m'a demandé si je voulais être candidate sur sa liste pour les municipales. Alors j'ai accepté et j'ai vécu une campagne le long de mes premiers mois d'études supérieures, ce qui était un petit peu intense. Après les élections où je n'ai pas été élue à quelques places d'entrée au conseil municipal, je me suis replongée dans mes études et j'ai voulu creuser la question de comment on pouvait faire évoluer notre modèle économique de manière plus structurelle. Et donc j'ai repris un projet associatif à Sciences Po qui avait vocation à acculturer des jeunes à l'économie sociale et solidaire. Cette économie où on cherche d'abord à répondre à des besoins sociaux et environnementaux et pas à créer du profit, où on partage la valeur, le pouvoir, et donc cette économie qui répare. Et puis mon engagement citoyen il est revenu au galop il y a 1 an et demi. Je suis donc entrée au conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses et à travers cette casquette d'élu local, j'ai compris le coût de l'engagement. Mais j'ai surtout vu à quel point, en tant que jeune, c'est pas évident de pouvoir se faire une place dans ce type d'instance.
En France, on est moins de 37%, on est 37% à avoir moins de 35 ans. Et dans les conseils municipaux, c'est moins de 5% des élus qui ont moins de 35 ans. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de m'engager auprès de l'Association des jeunes élus de France pour essayer d'aller interpeller des jeunes, justement à s'engager sur des listes pour les prochaines élections municipales en 2026. C'est important. Alors on dit les jeunes, mais ils n'ont pas, ce n'est pas une classe homogène. Il y en a plusieurs qui portent des regards différents. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, autant que possible pour qui c'est possible de s'engager. En effet, on disait que ces jeunes sont différents, ce n'est pas une classe homogène, et on entend souvent dire qu'ils se désengagent. Tout à l'heure, les chiffres ont été rappelés. 83% des jeunes déclarent avoir déjà mené une action philanthropique. 70% d'entre eux disent qu'ils ne pourraient pas travailler dans une entreprise qui ne partage pas leurs valeurs. Alors pourquoi on a cette impression de désengagement ? Moi, évidemment, je vais donner mon regard personnel et je considère que je ne peux pas comprendre le ressenti de toutes et tous ces jeunes Français, même si j'en fais partie. Moi, évidemment, là où je peux avoir un regard, c'est probablement sur la question du rapport à l'entreprise, à l'économie. Personnellement, je crois qu'on emprunte la terre de nos enfants, mais qu'on hérite bel et bien du système productif de nos ancêtres. Et donc, toutes ces machines, il faut bien qu'on s'en occupe, il faut bien s'organiser pour pouvoir les mettre à l'arrêt. Changer le système complètement, la question, c'est est-ce que le système a véritablement envie de changer ? Aujourd'hui, dans les assemblées générales des grandes entreprises, quand quelqu'un prend la parole pour défendre les questions climatiques ou le respect des droits humains, il se fait quasiment systématiquement huer ou menacer, voire. Voilà, on n'a pas une dose d'énergie infinie, il faut qu'on choisisse nos combats. Et parfois, c'est en construisant quelque chose de nouveau qu'on peut plus facilement se défaire de l'ancien. Et je suis assez d'accord avec ces désillusions que tu exprimes, Yves. Je les ai vécues à l'échelle de mon mandat. Les communes gèrent beaucoup de problèmes et il peut être difficile de réunir des élus à qui il reste de l'énergie pour parler d'avenir après. Et donc, dans ce cas-là, forcément, pour des jeunes, c'est plus tentant d'aller s'engager dans des associations où on peut plus rapidement porter des projets de manière plus moderne. Pourtant, c'est bien dans les instances locales qu'on dessine le quotidien, qu'on dessine les traits de notre ville, qu'on crée un cadre pour aller soutenir les personnes les plus précaires. Et la question de la représentation, elle est clé parce que c'est difficile pour des jeunes d'aller voter pour des listes qui ont parfois des moyennes d'âge de plus de 60 ans. Aux dernières élections municipales, c'est 72% des moins de 25 ans qui ne sont pas allés voter. Alors moi, je pense qu'il y a des charismes différents et qu'il faut tous les exploiter. À mon échelle, j'ai décidé du coup de porter ma voix de jeune femme de 24 ans préoccupée par les enjeux écologiques et sociaux au sein de cette démocratie locale. Et oui, c'est une manière d'accepter les règles du jeu telles qu'elles sont, parce que c'est aussi là qu'aujourd'hui est le pouvoir, et que c'est, comme le disait monsieur le maire de Massy, pas toujours les institutions qui arrivent à créer le cadre propice pour accueillir cette énergie d'engagement. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Camille. Ceci dit, je pense qu'il y a quelque chose que l'intervenant précédent a très bien rappelé, qui est la question du langage. Et même si il faut s'engager, parfois le jeu, on a l'impression qu'il est truqué, notamment quand les mots sont complètement vidés de leur sens, et qu'on observe des chaînes d'informations passer des informations douteuses de manière répétée. Et c'est pour ça que moi, en tant que jeune engagé dans la question de la décroissance, on m'oppose souvent la question de l'idéologie que je suis censé incarner. Et là-dessus, je voudrais, afin qu'on ait, juste après un débat de qualité, pouvoir rappeler les conclusions de l'analyse de controverse croissance-décroissance menée par le CESE. L'argumentation des partis favorables à la compatibilité croissance-limite planétaire est contredite par une série d'observations attestées. Les scénarios et modèles existants confirment que le modèle de croissance trace une trajectoire ne permettant pas de réconcilier croissance économique et préservation de l'environnement, et la réduction des inégalités résulte des politiques de redistribution mises en place indépendamment du niveau de croissance. L'objectif était juste de pouvoir recontextualiser un petit peu ce qui relève de l'idéologie, de ce qui relève de la raison. Et maintenant, on peut retomber, je pense, sur la question de l'engagement, remercier le CESE d'être un espace justement où on peut dialoguer de raison et pas d'idéologie, même quand ça questionne l'ordre établi. Et pour ça, nous avons 3 intervenants et intervenantes de qualité qui pourront répondre à nos questions.
Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Agathe Cagé. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes également formée en finances publiques et en droit public. Vous avez cofondé Compass Label, une agence de conseil en stratégie et en innovation. Et vous avez également publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Classe figée, comprendre la France empêchée. Vanessa Bouquillon, vous avez contribué à la création de la fondation La France s'engage, aux côtés de François Hollande, il y a 8 ans. Et vous travaillez depuis 2017 chez BNP Paribas, depuis 3 ans comme directrice de l'engagement côté banque privée. Youssef Alaoua, vous avez eu plusieurs expériences, notamment en lien avec le secteur sportif à Paris 2024 et à l'Agence nationale des sports. Et entre-temps, vous avez fait un passage à la direction de Sciences Po. Vous avez d'ailleurs étudié à Sciences Po. Il y a 2 ans, vous êtes devenu le directeur du campus de Menton, ayant une spécialisation sur la zone méditerranéenne et Moyen-Orient. Alors, on voulait commencer dans les règles de l'art et vous demander très simplement, pour vous, qu'est-ce que signifie l'engagement et comment vous l'incarnez dans vos vies ? Je donne la parole à Agathe pour commencer ce tour de table. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Quand j'ai entendu cette question, la première question que je me suis posée, c'est la question en fait pourquoi je m'engage, et la réponse m'a paru évidente, c'est-à-dire comment je ne le ferais pas en regardant un peu le monde autour de moi, comment ne pas tenter d'apporter mon grain de sable, ma pierre, je ne sais pas à quel niveau, à l'édifice pour essayer d'ouvrir des horizons, donner des sourires, parfois transformer des vies et un peu plus globalement rendre aussi tout ce qui m'a permis de me construire. Moi j'ai plusieurs types d'engagements, des engagements associatifs qui vont être, si vous le permettez, mes engagements silencieux, parce que les engagements associatifs pour moi sont d'autant plus forts qu'on n'en fait pas une forme de publicité, parce que c'est une action qui a d'autant plus de valeur qu'elle n'a de valeur que pour ce qu'elle apporte en elle-même. J'ai eu des engagements politiques forts, assumés. Pour moi, le mot idéologie n'est pas du tout un mot que je rejette, ni un mot négatif. C'est très positif dans le débat politique de porter des idéologies, de les porter clairement. On peut avoir une confrontation d'idées extrêmement positive autour d'idéologies assumées. Il y a quelque chose qui me fait toujours sourire. Mes meilleurs haters sur les réseaux sociaux sont ceux, quand je fais une prise de parole publique ou en radio ou en télévision, qui découvrent les engagements politiques que j'ai eus en disant « Attention, attention, vous vous rendez compte, elle a travaillé pour un candidat à une élection présidentielle, elle a travaillé auprès de plusieurs ministres, elle a porté telle ou telle politique de gauche. C'est un scandale qu'elle puisse parler sans qu'on vous révèle ça. » Et au contraire, mes engagements politiques ont toujours été très assumés, très transparents, avec une certaine fierté de les avoir portés, parce qu'on ne peut pas nourrir et porter le combat démocratique sans avoir à un moment donné des engagements politiques qui sont des engagements politiques assumés. Et puis il y a des engagements pour moi entrepreneuriaux. Quand on a fondé, vous l'avez cité, Compass Label, avec mes associés Elsa Guip, Grégoire Ruland et Jean-Christophe Ménard, on l'a fait avec une ambition, celle de pouvoir nous engager auprès d'entreprises qui sont des entreprises qui portent des valeurs solides, qui portent ces valeurs-là avec une capacité finalement d'engager l'ensemble de leurs collaborateurs autour de ces valeurs et qui ont aussi une envie d'innovation sociale, d'innovation économique et de transformation de la société et d'assumer une empreinte environnementale, sociale et territoriale et de penser de concrétiser leur empreinte sociale, environnementale et territoriale. Pour moi, il n'y a pas une entreprise, ni une entreprise du CAC 40, ni une grande entreprise, de la même manière qu'il n'y a pas un jeune, ça n'a pas de sens de dire ça. On est dans un moment qui est un moment relativement critique, c'est-à-dire où prendre des engagements pour les entreprises coûte plus cher sur un nombre important de sujets, notamment les sujets de diversité, d'inclusion et plus largement tous les sujets de responsabilité sociale et environnementale et les combats écologiques. C'est des engagements qui aujourd'hui, pour les grands groupes, coûte plus cher que les désengagements. Ça coûte plus cher d'un point de vue géopolitique, parce que le contexte géopolitique actuel incite plutôt à se désengager qu'à rester engagé, y compris pour pouvoir garder des marchés, y compris pour pouvoir garder des marchés en respectant l'extraterritorialité du droit des États-Unis. Ça coûte plus cher parce qu'on a des sensibilités extrêmes des débats sur le sujet de diversité et d'inclusion, et les entreprises qui aujourd'hui continuent à s'engager extrêmement fortement sur ces sujets de diversité et d'inclusion en disant ça fait partie de mon ADN et des valeurs et je ne vais pas reculer là-dessus, parce que si je recule là-dessus, je me trahis, qui continuent à s'engager sur les réflexions de transformation de leur modèle business en disant peut-être que je vais perdre un peu de valeur à très court terme, mais je vais gagner de la valeur à long terme, et c'est moi qui ai raison de prendre cette responsabilité. Les entreprises qui sont en train de concevoir des dividendes sociaux, des dividendes sociétaux, des dividendes écologiques, sont des entreprises qui vont avoir des pouvoirs de transformation extrêmement forts. Et pour moi, ça fait partie aussi de la diversité
de mon engagement de pouvoir accompagner des entreprises qui continuent à assumer ce rôle social très fort qu'elles ont et qui va être d'autant plus fort demain qu'on voit bien partout une forme de recul des États-providence avec un certain nombre de trous dans la raquette de l'action publique que les entreprises, de manière positive, c'est mieux parce que ça permet de le faire de manière proactive, sont appelées à compenser quand elles le peuvent. Merci beaucoup. Vanessa? Bonjour à tous. Alors moi j'ai la particularité d'avoir eu 3 fois le mot engagement dans un titre d'un poste que j'ai occupé et pour autant je me suis jamais vraiment déclarée, sentie engagée au même titre que les personnes que je soutenais. Donc je me suis plutôt ces dernières années, ça va faire près de 10 ans, mise au service de personnes engagées et chercher des moyens d'amplifier leur travail, de valoriser leur travail, de valoriser tout leur engagement. Donc, ça me permet de zoomer aujourd'hui sur un chantier en particulier qui m'a occupé pendant 2 ans et qui est moins connu. J'ai travaillé en 2016 pour François Hollande au cabinet à l'Élysée à l'époque, avec donc la casquette conseillère engagement et droits des femmes. Et donc à l'époque, il avait décidé, donc c'était à peu près vers 2014, il avait décidé qu'il aurait un grand chantier présidentiel, comme d'autres avant lui, mais qu'au lieu de faire une pyramide du Louvre, un musée, etc., bref, quelque chose dans le dur, il serait le premier président à faire un grand chantier immatériel. Et donc derrière ce chantier immatériel de l'engagement se trouvaient d'autres sous-chantiers sur lesquels j'ai travaillé et dont je suis assez fière. La première chose, ça a été de mettre de l'engagement dans plein de dispositifs législatifs qu'on n'a pas forcément vu passer, qui ne sont pas forcément très médiatiques, mais on a créé un congé d'engagement, un droit à l'engagement dans une loi travail. C'est-à-dire que des personnes qui sont engagées au bureau de leur association et qui ont besoin de jours sur leur temps de travail peuvent demander à leur employeur, qui ne peut pas leur refuser, X demi-journées pour aller s'engager dans leurs instances. On a créé dans la loi égalité-citoyenneté des équivalents de crédit ECTS à l'université dans les diplômes, en face d'heures pareilles de volontariat, d'heures associatives passées par les étudiants. On a également amplifié, on en a parlé au début de cet après-midi, le service civique. Le service civique est né en 2010. Sous le mandat, il est passé de 2012 à 2017 de 20 000 jeunes en service civique à 200 000. Et ça continue. On a créé la réserve citoyenne après les attentats de Nice. Et puis enfin, ce qui m'a pris le plus de bande passante, je ne vous cache pas, c'est les 6 derniers mois du mandat, ça a été de transformer un grand concours d'innovation sociale qui s'appelle La France s'engage, donc qui était censé accélérer le tissu associatif 4.0 de l'époque, plein de jeunes pousses aux 4 coins du pays qui avaient des idées d'engagement, des idées d'association, qui créaient des dispositifs qui étaient souvent le dernier kilomètre de l'action publique et pour lesquels les grosses entreprises et l'État se disaient la maille est trop fine, on ne sait pas faire, c'est les associations qui vont faire à notre place. Eh bien, la France s'engage avec plusieurs dizaines de millions d'euros à amplifier leur travail et a permis à des initiatives à Biarritz, à Rennes, où vous voulez, qui touchaient 3000 personnes, 300 personnes, 4 personnes, etc., de se déployer, en tout cas c'est l'objectif et ça continue, de se déployer dans tous les départements de France. Donc on leur reconnaissait vraiment un caractère d'intérêt général dans leur action. Donc j'ai transformé un programme gouvernemental en fondation reconnue d'utilité publique et cette fondation, elle est portée par des grands corporates et par des grandes familles françaises et donc c'est comme ça que j'ai basculé chez BNP Paribas pour aider à la création d'une direction de l'engagement qui était censée accélérer aussi de l'existant. Il y avait une direction de la RSE depuis 10 ans, il y avait une fondation depuis 40 ans, il y avait des politiques de diversité et d'inclusion. Mais l'idée d'une direction de l'engagement, c'était de mettre au COMEX du groupe, au niveau monde, un directeur de l'engagement en charge de voir passer tout ce qui se passe dans la maison. Et ça a vraiment tout changé. D'avoir, quelqu'un au COMEX. Et donc, moi, j'ai aidé à créer ça. Et aujourd'hui, mais ce sera, je pense, la question d'après, aujourd'hui, je fais la même chose en gestion de fortune. Et cette fois-ci, l'idée, c'est d'accélérer plutôt les grandes fortunes françaises. Merci beaucoup. Et je terminerai par Youssef. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre invitation. La question est, quel est pour vous le sens de l'engagement et comment l'incarnez-vous ? J'aimerais, s'il vous plaît, pour cela, et je vais essayer de tenir le temps, vous raconter une histoire passée par le détour de la fiction
d'un conte philosophique dont je vous dirai tout à l'heure les conditions de son écriture. Donc il était une fois sur une planète très lointaine, dans une galaxie, une planète qui s'appelait Platin. Cette planète s'appelle Platin parce que sur cette planète, tous les pays portent une lettre de l'alphabet. Il y a le pays A, le pays C, le pays V. Ces pays discutent, dialoguent entre eux, les relations internationales sont très importantes. Parfois, ils se chamaillent. La richesse d'un pays, la richesse par exemple du PIB, se calcule en fonction des mots, des histoires, des poésies qu'ils ont chacun écrites. Et parfois, la force des mots, du dialogue ne suffit plus, donc ils se combattent à coups de points et de virgules. Donc ça sème un petit peu la zizanie, parce que c'est plus possible de lire ces fameuses histoires, ces poèmes, ces contes. Et pour régler les différends, ils se rejoignent chaque automne au sein de l'Organisation internationale de l'orthographe, des grandes messes comme ça, diplomatiques, présidées par Madame Majuscule, qui fait un petit peu régner l'ordre parmi les pays. Et un beau jour, une difficulté s'est présentée qui semblait absolument insurmontable, c'est que faire du mot « œil ». Ce caractère un peu particulier, le E dans l'eau, le pays E et le pays O se battaient pour en avoir la paternité. Alors, comme les échanges et voilà, les chamailleries ne s'arrêtaient pas, Madame Majuscule a tranché et a dit dorénavant, toute ligature, tout caractère qui serait constitué de l'association de deux lettres est neutre et personne ne peut s'en arroger la paternité. J'ai oublié tout à l'heure de vous parler de quelques pays sur cette planète qui disposent non pas de points et de virgules, mais d'une arme absolument catastrophique. Personne n'ose à peine imaginer son utilisation, c'est la gomme. Peut-être que vous l'aurez anticipé. Et puis, il y a eu une révolution à la suite de cette décision. Les citoyens des différents pays trouvaient ça absolument injuste que les citoyens qui seraient composés d'une association comme ça, de deux lettres, soient devenus neutres et ne puissent plus participer à des conflits. Donc des décennies ont passé comme ça. Puis un jour, un pays membre de l'organisation exportatrice des voyelles, puisque les voyelles sont une matière première sur cette planète, a décidé d'envahir son pays voisin. Il a convoqué son ministre de la Défense, il lui a demandé de mobiliser son armée, puis son ministre est arrivé un petit peu penaud comme ça, il lui a dit « mais Monsieur le Président, je suis vraiment confus, au sein du pays, il n'y a que des citoyens qui sont composés d'autres lettres, donc c'était le pays C, CV, CR, CW, donc impossible de mener la guerre d'invasion contre le voisin ». Donc voilà, c'était une petite utopie, vous l'aurez compris, la possibilité de la guerre a été à tout jamais anéantie sur cette planète du fait de l'association entre deux caractères. Vous aurez peut-être compris le message qui est la double nationalité. Je suis français et tunisien, je ne dis jamais franco-tunisien parce que j'ai l'impression qu'on m'enlève un petit peu de qui je suis. Voilà, je suis français et tunisien, je ne suis pas moitié-moitié, mais pleinement les deux. Ce conte, je l'ai écrit pour essayer de toucher du doigt un petit peu de manière sympathique ce que peut être la richesse inouïe d'avoir deux pays. En ce qui me concerne, quand on a dans son panthéon politique Charles de Gaulle, Habib Bourguiba, voire Gisèle Halimi, quand on a parmi ses voyages la Ria d'Etel dans le Morbihan et les plages de sable fin de Bizerte, quand on a dans son placard de la harissa et à la cave des grands vins de Bourgogne, moi je trouve que c'est une vie extraordinaire, c'est une chance. Alors c'est sûr que dans le débat public entre la déchéance de nationalité et puis les tragiques attentats terroristes qui ont endeuillé la France, et je pense notamment à l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, qui a été commis par un Tunisien. Là, il y a quelques semaines de cela, un citoyen tunisien a été assassiné dans le Var. Ce conte a été écrit à la suite d'une angoisse absolue que j'ai eue à la suite des révolutions arabes qui ont commencé en Tunisie, et plus particulièrement au printemps de l'année 2011, lorsque, un petit peu sous l'initiative de la France, l'OTAN et pour l'application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu une intervention armée en Libye à laquelle ont participé les forces françaises. Je me suis dit, mais
qu'est-ce que je fais, moi, si demain, l'armée française intervient en Tunisie? C'est-à-dire que d'un côté, c'est ma famille, de l'autre côté, c'est ma famille. On peut pas, ça devrait être interdit de me demander à moi de choisir. Et donc je me suis dit, peut-être qu'un jour, il y aura une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui interdira aux doubles nationaux d'être mobilisés pour une guerre, et peut-être que par la voie du droit, on annihilera sur notre planète cette fois-ci, et non pas sur Platin, la possibilité d'une guerre. Donc le sens de votre engagement et comment vous l'incarnez, c'est un petit peu ça. C'est comment créer du vivre ensemble à travers la richesse que représente l'autre. J'ai essayé de le porter à mon petit niveau dans le projet Paris 2024, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous étions en phase de candidature. Nous avons défendu un formidable projet. Rappelez-vous, nous avions gagné contre Los Angeles le 13 septembre 2017. Ça faisait 1 an que Donald Trump était président des États-Unis. On était très fiers d'avoir gagné parce que la France portait ce projet d'une paix et d'une réconciliation des nations à travers le sport. Ça, c'était pour le premier volet de mon engagement. Et puis depuis 2 ans, sur le campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po à Menton, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au club 21e siècle, qui, comme le campus de Sciences Po à Menton, fête en 2005, souffle en 2005 ses 20 bougies, si j'ai bien compris, 2005. Et donc à Menton, voilà, c'est le campus Méditerranée Moyen-Orient, on a 400 jeunes entre 16 et 19 ans, 71 nationalités. On nous a prêté cette année, plutôt le Musée national de l'histoire de l'immigration, nous a prêté une exposition qui a été la thématique de la rentrée dernière, en août 2024, qui était Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours, plus d'histoire, moins de clichés. Moi, j'aimerais reprendre ce slogan pour l'appliquer à Sciences Po, l'appliquer à l'enseignement, à l'université, plus de savoir, moins de clichés. Voilà, c'est ce en quoi je crois et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci pour vos 3 témoignages. J'ai la désagréable tâche de vous rappeler en tant que maîtresse du temps d'avoir des réponses succinctes. Mais en tout cas, merci parce que l'un des objectifs de ce panel, c'est de répondre à la question comment retrouver un sens commun entre toutes les générations. Justement, je vais rebondir, Youssef. Sciences Po, parmi de nombreux lieux d'enseignement à l'international, a été très marqué par les mobilisations étudiantes qui visaient à dénoncer la situation subie par le peuple palestinien. Et on a vraiment ressenti la fracture générationnelle entre ces mobilisations et le discrédit dont elles ont fait l'objet. Alors cette jeunesse en colère qui se mobilise, elle se mobilise aussi pour l'écologie, pour le féminisme, contre les inégalités. Comment on fait alors pour leur donner une place? Comment on leur laisse un espace de dialogue dans lequel on les écoute véritablement? En 3 minutes. Oui, je vais essayer même de faire plus court. Non, pour vous dire, nous, sur le campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po, donc on accueille 400 étudiants, 71 nationalités, parmi lesquelles la Palestine, Israël, l'Iran, les États-Unis, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, le Pakistan. Là, il n'y en a même pas 10, je vous laisse imaginer le reste. Ils ont entre 16 et 19 ans. Il faut faire vivre tout ça pendant 2 ans, à Menton, une ville au cadre absolument somptueux. Tout à l'heure, on disait que la paix, ce n'était pas qu'un slogan, mais une action. On se veut être le campus de la paix et on y travaille chaque jour. Nous, à Menton, on a été percutés de plein fouet par le 7 octobre 2023, dès le début d'après-midi. Samedi 7 octobre 2023, je recevais un email d'un étudiant israélien sur le campus qui me disait « C'est un scandale, pourquoi Sciences Po n'écrit pas un message à toute sa communauté étudiante pour s'associer au drame qui est en train de vivre mon peuple ?» C'était un samedi, le live du Monde ne donnait pas encore suffisamment de détails. Je lui ai dit, écoutez, on va au moins attendre lundi, je pense qu'on va se réunir en cellule de crise avec le siège parisien, on essaiera d'y apporter la réponse qu'on juge la plus adéquate. Le lendemain, une étudiante française d'origine algérienne, mais avec elle dans son association des Libanaises, des Jordaniennes, des Égyptiennes. La Libanaise avait de la famille à Gaza, en Cisjordanie, qui nous disait il faut absolument que Sciences Po s'exprime rapidement parce que la réponse va être catastrophique. Pareil, on leur disait attendez, on ne sait pas vraiment, il faut qu'on discute, est-ce que c'est vraiment le rôle de Sciences Po de communiquer sur des sujets comme ça là ou pas? Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'effectivement, c'est une jeunesse qui a été très mobilisée sur cette question. Dans un contexte à Menton qui n'est vraiment pas facile pour que ces mobilisations puissent s'exprimer, alors parfois elles ont dépassé le cadre
légale et réglementaire de la loi et de Sciences Po, quand par exemple il y a eu des tags sur le mur du campus, quand un drapeau de la Palestine a été déployé sur la façade, ou quand des étudiants ont bloqué l'accès quelques heures pour entrer sur le campus. Donc on a discuté, ça a été réglé assez rapidement, mais le département des Alpes-Maritimes, aux dernières élections législatives, à la suite de la dissolution, seules 2 communes parmi les 270 des Alpes-Maritimes ne plaçaient pas le Rassemblement national en tête au premier tour. C'est vous dire comment la presse et les responsables politiques nous sont tombés dessus pour nous pointer du doigt et nous dire à quel point, selon les termes même de la députée de la circonscription, nous étions un foyer de haine, d'antisémites, d'apologie du terrorisme, de soutien actif au Hamas. Donc c'est quand même des choses assez lourdes. Je me suis retrouvé moi-même convoqué par la section antiterroriste du parquet de Nice pour une plainte d'apologie du terrorisme à l'encontre de 2 étudiants. Donc il a fallu, pendant tout ce temps, leur expliquer, je vous ai cité quelques nationalités, comment s'engager, comment défendre ce en quoi on croit, mais en laissant la place à l'autre. Et l'autre, à Menton, quand il y a 71 nationalités, c'est pas, je veux dire, c'est réel. Et la détresse d'une étudiante arménienne, ukrainienne, iranienne, c'est dur de le dire comme ça quand on a des Palestiniennes ou des Israéliennes dans son bureau, mais quand elle nous l'exprime, vaut autant que les autres. Donc il faut laisser la place absolument aux autres. Ça, c'est la première ligne de tension. La deuxième, je vous ai expliqué le contexte politique dans lequel s'inscrivent les activités du campus. Et enfin, et ça c'est pour rebondir un peu sur ce que vous disiez Camille, moi je note depuis les 2 années où je suis à Menton qu'effectivement, cette jeunesse est vraiment engagée sur des thématiques que je qualifierais presque d'existentielles, comme l'égalité entre les sexes, la lutte contre le réchauffement climatique, la question des réfugiés, davantage que je dirais des étiquettes politiques. Ce n'est pas droite-gauche, c'est plutôt ces questions-là. Et au point où, voilà, quand il y a des tensions sur ces sujets, on peut avoir parfois des difficultés à communiquer. On essaye de garantir le pluralisme et de laisser l'espace d'expression à chacun, mais c'est un défi du quotidien. Merci Youssef. Agathe Cagé, vous vous définissez comme une exploratrice des fractures sociales et démocratiques. Est-ce que, là on a parlé beaucoup, et la thématique de la table ronde est centrée autour de la fracture générationnelle. Est-ce que cette grille de lecture générationnelle vous semble la plus pertinente pour analyser la société française? Et est-ce qu'elle permet quand même de mettre en évidence un certain nombre de fractures? Pour moi, l'opposition entre les générations n'est pas une bonne grille de lecture. D'ailleurs, les oppositions qu'on a tendance à faire entre telle ou telle partie de la société française sont rarement des bonnes grilles de lecture, parce que c'est souvent des grilles de lecture un peu faciles pour essayer d'apporter des solutions trop faciles à des problèmes complexes, en opposant les générations entre elles, que ce soit les plus jeunes, les boomers, le 3e et le 4e âge, que ce soit en opposant, pour prendre d'autres formes d'opposition trop faciles, les classes moyennes et le reste des Français, en opposant les ruraux, les périurbains et les urbains, au sein desquels chacun défendrait ses propres intérêts contre les intérêts des autres. Ça, c'est des oppositions en fait qui permettent de dire à chacun « regarde ton voisin » parce que les difficultés collectives dans lesquelles on évolue tous, c'est plus facile de désigner le voisin, parce que si on désigne le voisin, finalement, on a directement un bouc émissaire, que d'essayer de comprendre comment des problèmes qui se posent en réalité à tous peuvent trouver des formes de solutions collectives. Et bien sûr, dans les fausses oppositions, l'opposition entre les binationaux et les autres. Et alors, entre les non-français, les Français avec une nationalité, les Français binationaux, les Français trinationaux, etc. Il y en a aussi. Tout ça, ça fait partie des fausses oppositions. Ce qui est assez intéressant pour la grille de lecture générationnelle, c'est qu'elle permet de nous dire, attention, on est dans un pays avec des évolutions démographiques puissantes, et face à ces évolutions démographiques, ça nous conduit déjà à repenser un certain nombre de politiques, ça nous conduit à repenser nos politiques sociales, notamment par rapport aux plus âgés, ça nous conduit à repenser aussi les liens entre générations. On a quand même en France des générations qui prennent beaucoup soin les unes des autres à différents niveaux. On a des générations qui commencent à prendre soin aujourd'hui à la fois de leurs enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents. On a des liens intergénérationnels qui sont quand même relativement puissants, mais ça nous dit aussi, cette grille de lecture générationnelle, écoutons l'ensemble des générations, écoutons aussi les plus jeunes, et les plus jeunes, c'est
On a plusieurs manières de voir ça. C'est les moins de 35 ans pour reprendre la grille que citait Camille Fabien par rapport aux élus. C'est les moins de 18 ans, ceux qui ne s'expriment pas directement dans les urnes. C'est aussi les plus jeunes qu'on a déjà d'ailleurs vu engagés, notamment parce que la barrière était avant 18 ans dans des démarches démocratiques comme les conventions citoyennes. Mais pour moi, l'important, c'est d'essayer de trouver des solutions par rapport à une réalité que j'appelle la réalité de la France empêchée aujourd'hui, c'est-à-dire une situation collective dans laquelle chacun, quel que soit son âge, quel que soit l'endroit où il habite, et d'une certaine manière, quel que soit son revenu, a le sentiment d'avoir devant lui une forme d'avenir fermé et pas d'avenir ouvert dans lequel il serait à même de définir son destin. Et sortir de cette situation de classe empêchée, c'est pas sortir de cette situation par une opposition générationnelle, c'est sortir de cette situation en recréant les conditions d'une émancipation collective, c'est-à-dire en recréant les conditions à la fois économiques, à la fois de services publics, à la fois de rapports collectifs au travail qui permettent à chacun de pouvoir finalement retrouver de l'autonomie dans la manière dont il peut se projeter dans l'avenir. Et bien sûr, l'émancipation collective, ça va concerner chacun d'entre nous de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et l'émancipation collective, c'est aussi et d'abord l'émancipation des plus jeunes. Et c'est notamment le rôle de l'école et de l'éducation, dont la mission première est de construire les conditions de l'émancipation de l'ensemble de la jeunesse, de conduire les conditions de cette émancipation depuis les premières années sur les bancs de l'école maternelle jusque sur les bancs de Sciences Po, sur le campus de Menton ou sur les bancs des universités. Et là, il y a quelque chose, sans doute, à jouer de repenser cet idéal républicain d'émancipation. C'est quelque chose qu'on a petit à petit perdu. On a perdu ça dans notre rapport à l'éducation nationale, où on s'est dit il faut qu'on ait un rapport à l'école qui soit un rapport à l'école tourné avant tout vers les apprentissages de connaissances et de compétences, alors que le premier rapport à l'école, c'est comment j'apprends à l'enfant à devenir autonome, à devenir maître de son destin, à se choisir un destin, à se choisir une orientation, à se choisir une projection dans la vie, et ça c'est vraiment essentiel. Et puis on a un peu oublié ce qui pour moi est une ambition formidable, qui est l'ambition d'une émancipation collective. Faire société, c'est pas se dire je vais permettre à quelques premiers de cordée de s'échapper, de réussir, et les autres seront peut-être tirés ou pas par quelques bouts de corde qui traîneraient par là. C'est finalement permettre à chaque individu de se choisir une vie, de se choisir une géographie, de se choisir une ambition, de se choisir des envies, de se choisir des projets, de projeter aussi ses enfants dans des destins et de lui donner les moyens de le faire sans le juger et surtout sans l'opposer à son voisin, parce que le problème, c'est jamais celui d'à côté, c'est jamais le différent, c'est jamais l'étranger. Les problèmes auxquels on est confronté, c'est des problèmes collectifs et sociaux auxquels on peut apporter des réponses si on pense projet de société. Merci Agathe. Vanessa, vous nous avez partagé votre expérience auprès de l'ancien président de la République, François Hollande. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'engagement et de la finance durable à la BNP Paribas, branche banque privée. Tout à l'heure, on a rappelé que les conclusions du CESE, c'est que croissance économique et écologie, c'est difficilement compatible, voire incompatible. Ce qui signifie des choses pour l'activité pour la compatibilité de la BNP Paribas, a fortiori sa branche banque privée, avec un projet de société écologique. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça, donc avec la BNP, enfin sans rentrer dans les détails, hein, mais est-ce que, ne serait-ce que juste savoir s'il y a un espace où la BNP réfléchit à ça, ou si juste va falloir qu'on se débrouille, et aussi comment peut-être l'aborder aussi avec le prisme de votre expérience personnelle et de votre sens de l'engagement. Et par rapport à ça, la potentielle dissonance qui pourrait exister entre le fait de contribuer à cette organisation par rapport à l'engagement qui est le vôtre. Merci pour cette question riche. Alors à la première question, oui, il y a un espace où on réfléchit à ça. Je vous ai parlé de la création d'une direction de l'engagement. On parle de centaines de personnes. On a dans certaines business units, on est 200 000 chez BNP Paribas, et on doit être plusieurs centaines à la direction de l'engagement si je prends
tous les métiers, tous les pays, on est dans 70 pays, toutes les filiales. Et on a des groupes dédiés. On a un groupe de 250 personnes dédié qui s'appelle le Low Carbon Transition Group, qui est dédié à accompagner les clients à transitionner. Et donc, avant d'arriver sur ce que je fais au quotidien, moi, comment je m'engage et le sens de l'engagement que je mets derrière, je vous donnerai juste un chiffre. En 2012, on avait sur nos portefeuilles de crédit, parce que nous, on est une banque qui fait des crédits. On entend beaucoup, on investit, on n'investit pas. Nous, on fait des crédits, on prête. Sur notre portefeuille de crédit, on avait 90% d'énergie fossile et 10% d'énergie renouvelable en 2012. On a pivoté en 2021. Donc ça, c'est le travail de la direction de l'engagement qui est né en 2017. Les courbes se sont croisées. On est passé à 65% d'énergie renouvelable, en 2021. On atteindra, c'est notre objectif 2030, on atteindra les 90% d'énergie renouvelable versus 10% d'énergie fossile. Donc c'est une courbe qui est vraiment qui infléchit la tendance. Et si on prolongeait cette courbe, il faudrait qu'on aille jusqu'à 2035 pour arriver à 100% de crédit aux industries des énergies renouvelables. Pour rappel, c'est moins de 3% de notre activité bancaire, le financement de l'énergie. Donc on parle quand même de quelque chose de petit finalement à l'échelle de tout ce qu'on finance. On est la banque leader des entreprises en Europe. Donc voilà pour la réponse. J'espère que ça répond à votre question, je sais, partiellement, je sais. À mon niveau, en fait, j'avais pas prévu de dire ça, mais finalement c'est peut-être la meilleure illustration. Quand le CEO de BNP Paribas m'a proposé de rejoindre la banque privée, j'ai un peu bugué, on va dire. Et ma première réponse a été « je ne connais rien à la finance ». Qu'est-ce que c'est que cette idée-là ? Et donc il a fortement insisté, je suis retournée à l'école, je passais des diplômes en gestion de fortune, il a fortement insisté pour que je rejoigne cette banque. Quand je l'ai rejoint, les premiers temps ont été un peu compliqués. C'était un vrai changement culturel et je me suis demandé ce que je faisais là une deuxième fois. Et la réalité, c'est que j'avais vachement de biais moi-même, de préjugés sur mes collègues. Et c'est vrai que on était assez différents et que j'étais dans une filiale qui était peut-être la plus loin de ce sujet de transition écologique et sociale. Et donc je m'en suis émue auprès de lui et il m'a dit, et je lui ai dit, écoutez, entre eux et moi, c'est la rencontre du troisième type. Et ce à quoi il m'a répondu, ils vont s'habituer. Donc je me suis dit, c'est bon, le changement il est de mon côté, j'y vais, je lâche les chevaux, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et donc on a lancé l'accélération des sujets d'engagement au sein de la banque privée. En moins de 12 mois, j'ai soumis à la fresque du climat les 2200 banquiers. On est la seule filiale du groupe à avoir fait la fresque du climat en entier. Il n'y a pas un banquier qui n'a pas fait la fresque du climat. Et on s'est lancé dans tous les projets les plus innovants, les plus pointus sur ces questions. Et quand j'ai dû recruter un junior, évidemment, j'ai voulu aller chercher des gens engagés. Je me suis dit, il faut être cohérent, il faut s'aligner, etc. Je suis allée chercher un fresqueur du climat, cofondateur d'une association qui s'appelle Causons Consentement, lauréat de l'Institut de l'engagement, donc sortant d'un service civique. Et clairement, lui aussi, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Et je dis, viens, on va faire des trucs. Tu vas voir, on va faire des trucs. Donc, je pense que je ne lui ai pas menti puisque c'est lui qui a été en charge de cette mission commando fresque du climat pour que, statistiquement, s'il y a 38% des Français qui sont climato-sceptiques, imaginez que c'est à peu près la même chose dans n'importe quelle organisation professionnelle. Donc, l'idée, c'était d'imposer ce fait scientifique en plein milieu de l'endroit où il y a le plus d'argent, donc le plus de levier. Et donc, on a fait ça ensemble. Comme son sujet, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, et spécifiquement les violences, je l'ai mis sur un dossier formidable qui est un plan de formation qu'on a depuis 1 an au sein de la banque. On forme tous les banquiers à détecter les violences économiques. On considère que les banques, c'est encore un endroit où on peut être lanceur d'alerte et repérer un mouvement suspect sur un compte en banque qui signifie qu'il y a une femme à un moment qui est sans doute dans une situation très compliquée, un mouvement sur un compte, un mouvement sur une carte bleue, un comportement, voilà. Voilà, on fait des tas de choses comme ça et c'est par l'action que j'ai réussi à le convaincre et à me convaincre aussi qu'on avait des choses à faire. Et puis en fait, plus vous faites des choses comme ça,
plus vous ramenez des gens à vous. Résultat, ça, je leur avais absolument pas fixé de KPI obligatoire. J'ai un banquier sur 2 qui fait ses heures solidaires. Donc les heures solidaires, c'est le fait de consacrer du temps de travail en association, payé par l'entreprise. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le droit à aller dans les associations sur le temps de travail. Chez BNP Paribas, ça fait partie des KPI qu'on mesure et qui font partie de notre performance extra-financière. Donc très concrètement, si on atteint les objectifs d'heures solidaires, celui-là et 9 autres, ça joue dans le calcul du bonus des plus hauts cadres de la banque et dans le calcul de l'intéressement à la participation de tous les salariés. Et donc ça, c'est hyper concret. Enfin, c'est une action hyper concrète ou qui est à la main de chaque salarié et qui a un lien direct avec la rémunération. Est-ce que j'ai 1 minute de plus pour un exemple Malheureusement, on est déjà arrivé à la fin de notre temps imparti, donc en fait, je vais devoir vous demander de conclure chacun en répondant à la question selon vous, comment reconstruire un sens commun entre les générations à travers l'engagement en quelques mots. Et je vais donner la parole à Agathe. Pour moi, il n'y a pas besoin de le reconstruire parce que ce sens de l'engagement existe. Et ce sens de l'engagement commun existe et il est fort pour reprendre la boutade de Maître Perrier tout à l'heure. Moi, quand j'ai vu le temps désengagé, au tout départ, j'ai cru que c'était désengagé en un seul mot. Et je me suis dit, quand même, la vision est un peu pessimiste. On est dans un moment d'engagement assez fort. On est dans un moment d'engagement citoyen assez fort. Les dernières élections législatives, dans un contexte certes particulier, ont montré qu'en France, on pouvait mettre fin à cette dynamique à la baisse du taux de participation à l'ensemble des élections. Et quand les citoyens voyaient une capacité à avoir un pouvoir de changement concret, en tout cas un impact concret dans leur vote, ils retournaient massivement vers les urnes, même en plein été, même au bout d'une campagne express. Donc il y a des engagements, un sens de l'engagement citoyen qui est fort, et c'est un sens de l'engagement citoyen qui est toute génération confondue. On a des engagements de chacun, en fait, le sens de l'engagement des Français, tout âge confondu, alors sur des causes diverses, est extrêmement fort, encore puissant. Ça peut être de l'engagement dans sa rue, ça peut être de l'engagement dans son immeuble, ça peut être de l'engagement dans sa famille, parce que prendre en charge une personne dépendante ou une personne vulnérable dans son cercle familial ou amical, c'est des engagements personnels qui sont très forts. Ça peut être des engagements associatifs, politiques, pour défendre le climat, pour défendre le droit des femmes, dans l'économie sociale et solidaire. Tout ça existe. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est de valoriser. Je veux vraiment le dire de manière positive comme ça, parce qu'on a tendance à avoir un regard très négatif sur la société française. Or, ce sens de l'engagement très divers et très partagé, vraiment, moi, je le ressens très fort, donc il faut l'assumer, le porter, le mettre en avant et en lumière pour ce qu'il est, dans sa capacité transformatrice à toute échelle et à tout niveau, porté par l'ensemble des citoyens de ce pays. Merci beaucoup, Youssef. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, de répéter la question ? Tout à fait. Alors, comment construire un sens commun à l'engagement à travers les générations, avec l'engagement ? Moi, j'aimerais vous dire que alors c'est sur la base, bien entendu, de ce qu'on essaye de mettre en place avec les étudiantes et les étudiants du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po à Menton, c'est apprendre à s'écouter. Parce qu'on a des ateliers pour apprendre à s'exprimer, convoquer des arguments, mobiliser des références, mais s'écouter, c'est pas facile. Et parfois, quand on allume la télévision et quand on voit les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est pas forcément le modèle d'écoute absolu qu'on a envie de montrer à nos étudiants français comme de nationalité étrangère. Et par exemple, moi, j'ai été marqué par un atelier qu'on a organisé sur le campus où donc c'était un sujet qui portait à polémique. On devait choisir son camp. On avait 4 minutes pour développer un argumentaire. Et puis, tout le monde s'attendait à ce que les 4 minutes suivantes, ce soit l'argumentaire opposé qui s'exprime. Et au final, la consigne, c'était, on va prendre 4 minutes de plus pour continuer d'écouter et pour poser des questions sincères et honnêtes pour mieux comprendre ce que la personne a voulu dire. Et je l'ai vu, mais physiquement, auprès de certaines étudiantes et certains étudiants, ça dérange.
des fois, on a envie de... voilà, on frétille, on se dit, mais il va se taire celui-là, qu'est-ce qu'il raconte comme bêtises et tout. Et je trouve que voilà, on s'engage pour des causes qui nous sont propres, qui sont importantes. Les causes de la personne qui est en face de nous, de l'altérité, peuvent l'être tout autant. Parfois, ces causes ne sont pas forcément, sont orthogonales l'une à l'autre. Et je trouve que pour créer du sens commun, une société plus apaisée, en un mot, ce serait apprendre à mieux s'écouter. Merci beaucoup. Et Vanessa, on vous laisse les dernières 30 secondes. Alors, j'aurais répondu la même chose. Donc pour prolonger du coup l'écoute, faut poser les bonnes questions aussi. Et typiquement, moi sur mes sujets, la première chose que j'ai faite, c'est de poser la question aux clients eux-mêmes. Et quand on leur pose la question, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus engagés, notamment les plus jeunes de nos clients. Et à partir de là, on peut démonter des préjugés qu'on s'était soi-même inventés pour ne pas passer à l'action. Donc, dans mon cas, c'est l'écoute des clients, l'écoute tout court. Merci beaucoup à tous les trois. Et on va continuer avec un témoignage qui va continuer un petit peu la thématique de nos échanges. J'invite sur scène Amel Hamouda. Merci de l'applaudir. Amel Hamouda, vous êtes directrice générale de l'association Article 1 depuis septembre 2024. Alors auparavant, vous avez exercé plus de 20 ans dans le secteur aérien en occupant plusieurs positions chez Air France. Et depuis 2018, vous avez intégré Article 1 en tant que mentor bénévole. Et en 2022, vous avez rejoint les équipes salariées, notamment pour devenir directrice du mentorat à un moment charnière de l'association où l'association est passée de 2000 à 20 000 mentorés accompagnés. Donc, Article 1, c'est une association qui œuvre depuis 20 ans pour accompagner des jeunes à s'épanouir et à construire leur avenir en confiance, en fonction de leurs aspirations et non de leur lieu de naissance. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, je vais aller très très vite, je sens la pression. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Je vais essayer de conclure cette très belle table ronde en parlant un petit peu d'Article 1. Article 1, tout le monde connaît le début de l'article. Donc les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On connaît souvent moins la deuxième partie, qui porte justement sur ce sujet de l'engagement. Les distinctions sociales ne sont fondées que sur l'utilité commune. Chez nous, on a vraiment je dirais, ces deux pieds et ces deux volets. Donc le premier volet, on accompagne des jeunes de milieux populaires, du lycée jusqu'à leur insertion professionnelle. Et comme tu le disais Camille, en partant du principe que voilà, on lutte contre le déterminisme social, on doit pouvoir choisir son avenir en fonction de ses aspirations, en fonction de son potentiel et non en fonction de son origine, de son lieu de naissance. On accompagne plus de 100 000 jeunes par an, donc à travers des ateliers en lycée, pour leur donner à voir, ouvrir le champ des possibles et leur ouvrir un petit peu la complexité de Parcoursup et les accompagner aussi au début de leurs études supérieures, parce que c'est souvent là qu'on décroche, c'est souvent le premier semestre dans le supérieur qui est un moment charnière. Donc on va avoir du mentorat sur ce début de scolarité, et ensuite on a des mentors professionnels qui prennent le relais, en effet, pour accompagner les jeunes pendant toutes leurs études et les aider à affiner leur parcours professionnel. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité, mais comme on n'a pas beaucoup de temps et comme on a beaucoup parlé d'engagement, je trouve que c'est extrêmement important, peut-être en miroir de ce que vous avez tous et toutes observé et partagé. Je ne crois pas du tout en fait, à un sujet de génération quand il s'agit d'engagement. Je crois qu'on a une jeunesse qui n'est absolument pas normée. On a des jeunes qui sont toutes et tous très différents. Et pour les jeunes que l'on accompagne et qui souvent viennent d'un milieu socio-économique qui est moins favorisé, s'engager, ça peut être un luxe quand on doit déjà se loger, se nourrir, travailler en plus de ses études. Et pour autant, elles ne rechignent pas et ils ne rechignent pas à s'engager. On va avoir des jeunes qui vont venir témoigner dans les lycées pour montrer à leur tour qu'il est possible de rêver, de devenir médecin, avocat, quelle que soit en tout cas sa vocation, quelle que soit son envie, quelle que soit son aspiration, donner en tout cas les clés et venir témoigner avec un programme d'inspiration par les pairs. Ça nous semble extrêmement important. On va avoir des jeunes qui vont s'engager dans le mentorat après avoir été mentorés à leur tour. On va avoir des jeunes dans nos programmes de logement, maison, qui vont, au-delà de bénéficier d'un logement dans une résidence universitaire,
porter un projet social ou sociétal pour leur communauté locale. Donc ça pourrait faire écho à certains de tes engagements. Et enfin, on a une communauté de différentes leaders avec qui j'étais encore hier soir, au moment où on a échangé, et qui ont interpellé pendant un peu plus d'une heure le président François Hollande, justement, sur son rapport aux égalités. Et ces jeunes s'engagent pour un leadership de demain qui soit plus juste, plus inclusif. Je crois qu'on a une jeunesse, et des jeunesses en tout cas, qui sont totalement mobilisées. Je crois que si on arrive à mettre bout à bout toutes les recettes et tous les conseils que vous avez évoqués, on pourra, et je l'espère, s'en sortir. Pour autant, on est dans un contexte particulièrement... alors, Amel, ça veut dire espoir, donc je veux rester optimiste, mais je pense qu'il faut aussi être voilà, responsable et engagé plus que jamais nous-mêmes pour les accompagner, pour que collectivement on puisse voilà, réussir à sortir la tête haute des quelques échéances qui s'annoncent devant nous. Eh ben, merci beaucoup et merci à nos 4 intervenants. Merci Yves. Et on va pouvoir laisser la place au panel suivant.